Bonjour à vous voyageurs. Imaginez une plaine désertique où souffle le vent et où la végétation se fait rare. Nous sommes dans l'Utah, aux États-Unis. Vous voyez un ranch au loin et vous pensez pouvoir y passer la nuit. C'est un ranch typiquement américain. Qui n'a pas envie d'essayer cette expérience? Cependant, l'atmosphère est étrange. Finalement, vous vous ravisez. On dirait que quelque chose vous observe dans le noir. Vous vous êtes certainement déjà demandé ce qu'il en est de ces endroits où le paranormal semble tangible, où, malgré toutes les explications rationnelles, des questionnements restent en suspens, où les gens qui y vivent semblent, à l'évocation de certains événements, pris d'une terreur incontrôlable. Dans notre monde, où tout est rationalisé, ces zones de mystère subsistent. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Certains disent que cet endroit est maudit, hanté par une force ancienne et malveillante. Je vous emmène aujourd'hui découvrir les mystères liés au Skinwalker Ranch aux États-Unis, un lieu où la frontière entre le réel et l'inexplicable semble s'être complètement effacée. Je suis ravie de vous présenter ce format un peu plus long que d'habitude, mais avant toute chose, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Marie-Élise et ici je parle de lieux insolites, d'étranges et de mystères de notre planète. Je sors au moins 2 vidéos par semaine. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. C'est parti. Le nom Skinwalker vient lui-même des légendes des tribus autochtones d'Amérique du Nord, qui sont ici, et notamment les Navajos. Un skinwalker, dans la mythologie amérindienne, est un sorcier, un chaman malveillant capable de prendre la forme d'animaux et utilisant la magie noire pour accomplir ses desseins. Dans les récits transmis depuis des siècles, ces créatures sont souvent associées à la malédiction, et le Skinwalker Ranch serait leur territoire. On sait assez peu de choses sur ces sorciers dont juste l'évocation du nom est source de crainte. En effet, les Navajos ne souhaitent pas parler de ce sujet en dehors de leur tribu afin de conserver leur culture intacte. Le ranch, situé dans le comté de Uintah, dans l'Utah, paraît calme à première vue, mais cela fait des décennies que des légendes étranges, des témoignages et même des preuves de phénomènes surnaturels s'accumulent. Apparition de créatures étranges, mutilation inexpliquée de bétail, orbes de lumière flottant dans le ciel, et même des événements qui défient les lois de la physique. Personnellement, je n'ai jamais vu un lieu qui a fait l'objet d'autant de recherches, de témoignages, d'équipes de tournage, des scientifiques qui sont venus sur place. Vous allez voir, c'est une masse assez énorme de travail qui a été accumulée autour de ces lieux, et c'est ça qui en fait un lieu vraiment exceptionnel. C'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, parce que c'est certainement l'endroit paranormal le plus documenté au monde. Tout a commencé dans les années 90 quand une série de témoignages a été publiée dans le journal Deseret News, bien que certains parlent de récits qui datent quand même de la moitié du 19e siècle, donc ça serait beaucoup plus ancien que ces premières publications. Ces rapports plus récents dont je vous parle, qui ont été publiés en 1996, font partie d'un recueil d'articles créé par le journaliste d'investigation George Knapp, dont on va reparler un peu plus tard. Il a collecté à la fois des récits sur les phénomènes d'activité extraterrestre dans le bassin de la rivière d'Uintah, mais aussi des témoignages de la famille qui vivait dans le ranch à l'époque. Alors on n'est pas là sur de simples poltergeists qui déplacent des objets, ni même des voix fantomatiques ou juste des apparitions une fois de temps en temps. On est sur une série massive de phénomènes que franchement, je ne souhaite à personne. Car en effet, si les propriétaires Kenneth et Edith Myers de 1934 à 1994 disent n'avoir jamais vu quoi que ce soit, le couple qui leur a racheté leur domaine, Terry et Gwen Sherman, ils n'ont pu y rester que 2 ans. Tellement ce qu'ils ont vécu était traumatisant. Alors, une petite précision quand même. Si le couple Myers, qui a vécu dans la maison, dit n'avoir jamais eu d'événements spécifiques à l'intérieur du domaine, les voisins, cependant, des Myers, disent, eux, que des phénomènes survenaient au niveau du ranch et aux alentours et que c'était chose connue.
Les Sherman, quand ils ont acheté la propriété, ont remarqué, mais alors sans vraiment s'en étonner, qu'il y avait d'énormes écrous sur toutes les fenêtres et les portes afin de pouvoir les fermer. Il y en avait à l'intérieur et à l'extérieur. Et de chaque côté de la propriété, de très lourdes chaînes étaient accrochées au mur, laissant à penser que peut-être des chiens de garde étaient là pour surveiller la propriété la nuit ou quand ils s'absentaient pour aller s'occuper des bêtes. Ces détails, comme je vous le dis, ils n'y ont pas fait attention quand ils ont emménagé. Ce n'est que bien après qu'ils se sont dit peut-être qu'il y avait un rapport avec ce qui se passe sur ce domaine, dans ce ranch. La première rencontre étrange des Sherman sur ce lieu est un jour, alors qu'ils sont à l'extérieur surveiller leurs bêtes, car ils ont plusieurs troupeaux dans leur domaine, ils aperçoivent un énorme loup gris. Ce loup arrive, selon leur témoignage, à la hauteur du poitrail de Terry, le père, donc, qui est situé sur la propriété. Ils attendent de voir ce que l'animal va faire, ils l'observent, l'animal s'approche tout doucement et soudainement attaque un veau. C'est alors qu'il décide de prendre son Magnum 44 et de commencer à tirer sur l'animal qui n'en a que faire. Il semble résister aux balles, il semble résister aux coups de bâton et finalement, il finira par s'enfuir à l'horizon. Ils vont le suivre pendant de longues minutes sur le terrain, notamment par les traces de pattes qui sont dans la boue. Ils vont suivre l'animal et à un moment, les traces s'arrêtent dans la boue. Comme si l'animal avait complètement disparu. C'était évanoui dans la nature. Ils se disent que cette rencontre n'est pas commune. Ils décident d'aller voir le poste de police local et on leur dit c'est pas grave, ça arrive depuis toujours, ça arrive depuis des années. Et puis de toute façon, dans la région, il n'y a pas de loups, il n'y a que des coyotes. Circuler, il n'y a rien à voir. La famille est ensuite confrontée à une série de déplacements d'objets complètement inexplicables, donc de type poltergeist. Alors, on parle tout d'abord de choses assez simples. Avant de prendre leur douche, ils déposent leurs vêtements devant la porte. Ils ressortent de la douche, leurs vêtements ont disparu. Mais c'est aussi un jour le collier de leur chien qui est enlevé du chien, qui disparaît. Le lendemain, il réapparaît. Ok, jusque-là, tout va bien. Ce sont des tas de bois qui sont déplacés. Ils font des tas de bois. Ils vont boire un café. Ils reviennent. Le tas de bois a été déplacé à plusieurs mètres. Leurs outils se mettent aussi à disparaître. Ce sont des machines agricoles, des écluses qui se déplacent seules. Enfin, un jour, on retrouve quand même une foreuse à poteaux, puisqu'ils ont une énorme machine qui leur sert à faire des trous pour mettre les poteaux, pour faire les barrières qui vont retenir les animaux et constituer leur propriété. Donc la foreuse à poteaux disparaît et réapparaît quelques jours après, perchée dans un arbre. Ils commencent à se demander si quelqu'un dans le coin leur en veut. Ils savent qu'il y a des tribus, il n'y a aucune animosité qui s'est présentée, mais ils se disent est-ce qu'il y aura un plaisantin qui vient et qui déplace nos objets, qui cherche à nous faire peur? En fait, là, ça s'arrête pas là. D'ailleurs, en interrogeant leurs voisins, ils apprennent que les tribus Utes et Navajo, autrefois en guerre, ont maudit ces terres. Ces terres où ils ont leur propriété, leur ranch et tous leurs animaux. Les Utes leur parlent des skinwalkers, des sorciers capables de prendre la forme d'animaux, se déplaçant à grande vitesse et possédant parfois des yeux rouges luminescents. Ils évoquent aussi les Triskers, des esprits. Pour couronner le tout, on leur raconte qu'un régiment de soldats noirs, nommé les Buffalo, faisait des rites de magie noire sur ces terres au siècle dernier, et que leur cimetière reste visible sur le ranch. Là, franchement, ça commence à prendre une autre tournure pour eux. Une nuit, alors que Terry Sherman et son fils observent les étoiles, ils voient des phares qui semblent flotter au-dessus de la route avant de s'élever dans le ciel. L'objet ressemble à un gros réfrigérateur avec deux lumières
et il disparaît rapidement. Alors, cela pourrait être un chupas, un type d'ovni régulièrement signalé au Brésil. Si vous connaissez un peu le Brésil, sachez qu'ils sont férus d'apparitions d'ovnis. C'est extrêmement documenté et ils ont carrément des types d'ovnis spécifiques. Celui-ci pourrait correspondre à ce qu'ils appellent un chupas. Alors c'était que le début d'une série d'apparitions inexpliquées dans le ciel, toutes assez différentes, que cela soit des orbes, des carrés, des formes métalliques. Bref, la situation commence à devenir de plus en plus embrouillée, difficile, stressante pour la famille qui vit sur place. Le plus souvent, ils voient une lumière orange, ronde ou allongée, ovale, semblable à une pleine lune orange suspendue à l'horizon. En l'observant avec un télescope, Terry aperçoit un bout de ciel bleu au centre, comme si c'était une fenêtre vers un autre monde. Il raconte aussi avoir vu des ouvertures orangées en spirale apparaître et même un vaisseau en sortir, semblant quadriller la zone tout en projetant des éclairs vers le sol. Un autre soir, les Sherman aperçoivent un globe bleu flotter au-dessus de leur vache et s'approcher tout doucement du sol. L'orbe est à 6 mètres, ce qui est donc assez proche. Terry peut carrément le décrire plus précisément en disant que ça ressemble à une petite sphère en verre de la taille d'une balle de baseball remplie de fluide bleu entremêlé. Soudain, ils sont submergés par une peur inexplicable, bien plus intense que lors des précédentes apparitions. Ils se demandent si l'objet n'a pas généré cette angoisse. En parallèle, des bruits métalliques étranges proviennent souvent des collines ou de l'intérieur de la Terre. Mais ce qui va vraiment inquiéter les Sherman, c'est ce qui va arriver à leurs bêtes. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais c'est un phénomène assez connu qui s'appelle les mutilations animales, qui arrivent régulièrement un peu partout dans le monde, à savoir qu'aujourd'hui on n'a jamais retrouvé un auteur de ces faits, on n'a jamais retrouvé une personne physique à qui on a pu attribuer ce genre de méfaits. Les pauvres Sherman sont sortis, ils ont retrouvé des veaux vraiment dans un état que, une fois de plus, je ne vais pas décrire, j'ai vu les photos, c'est pas cool. Ils sont découpés, des vaches, et ils décident à ce moment-là, complètement dépités, de vendre le ranch. Ils n'en peuvent plus. Cela fait 2 ans qu'ils vivent ces événements qu'ils ne peuvent pas expliquer. Une fois de plus, ils sont retournés à la police locale, qu'on appelle là-bas police tribale. On leur a dit, mais ça arrive depuis des années. C'est ici. Cette terre est comme ça. Et donc, apparemment, ça semble, si ce n'est normal, en tout cas parfaitement accepté, que cet endroit est maudit et qu'il s'y passe des choses qu'on ne peut pas expliquer et sur lesquelles il ne faut peut-être pas trop enquêter. Alors à ce stade de l'histoire, certainement comme moi, vous vous dites qu'il y a peut-être une explication. Est-ce que ce seraient des phénomènes d'hallucination collective ou même d'hystérie de masse? Alors, il faut savoir pour la petite histoire que les phénomènes d'hystérie de masse sont documentés. On sait que notamment à Strasbourg, en France, dans les années 1918, il y a eu un épisode de manie dansante dans la rue. Des gens se sont mis à danser dans la rue, sans explication et sans pouvoir s'arrêter. Au début, on parle de 14 personnes, puis finalement elles furent 30 et enfin elles furent 400 personnes à danser dans la rue, à tel point qu'elles finirent par, certaines, mourir de fatigue ou même de crise cardiaque. Le phénomène de contamination sociale autour de cela est connu, documenté car on en a des preuves. On sait qu'il arrive parfois que dans des états de stress intense, c'était peut-être le cas des Sherman quand ils sont arrivés sur la propriété, dans des états de stress très intenses, très avancés, une première personne commence à avoir des formes d'hallucination et que, inexplicablement, les gens qui sont autour de lui suivent. On peut imaginer aussi que ces hallucinations soient produites par quelque chose qui a trait à la Terre. Alors, on a pensé à la maladie de l'ergot de Seigle, qui s'appelle aussi parfois mal des ardents, qui est une maladie qui donne à la fois une fièvre et qui suscite des bouffées délirantes.
On a pensé à la présence de champignons sur place, de spores dans l'air qui pourraient les empoisonner. On a pensé aussi à du gaz. Il y a certains types de gaz naturels qui pourraient être empoisonnants, en fait, qui pourraient leur avoir provoquer en fait des hallucinations, des moments de grande terreur. On sait par exemple qu'il y a certaines drogues, comme l'ayahuasca, qui réveillent chez vous vos peurs les plus profondes et qui provoquent bien évidemment des hallucinations et des moments de terreur profonde. Donc, ça, cette idée, je l'ai eue, je suis pas la seule à l'avoir eue, ça a été investigué, on n'a rien trouvé concernant cette hypothèse, et de plus, ça n'enlève pas le fait qu'il y a quand même des preuves matérielles de certains événements, bien que la plupart des événements semblent se jouer des observateurs, disparaître, apparaître en fonction de la capacité à pouvoir enregistrer, documenter ou pas le phénomène. C'est bien là qu'on arrive à la deuxième partie de cette histoire. Parce que jusque-là, on était sur des témoignages, des légendes, des faits plus ou moins avérés. Mais le ranch va être concrètement étudié, car il va être racheté. En 1996, c'est un institut qui va racheter le ranch. Cet institut s'appelle le NIDS, NIDS. Il est souvent cité, si vous voyez d'autres vidéos en anglais, sur le sujet. Et cela veut dire National Institute for Discovery Science. Et en fait, ce ranch est dirigé par l'homme d'affaires Robert Bigelow. Cet homme d'affaires, c'est exactement ce qu'il fait. Cela fait longtemps qu'il investit sa fortune dans des projets tels que celui-ci. Il veut avoir des preuves du surnaturel, du paranormal et notamment des expériences de vie après la mort. Il va donc, après avoir investi dans plusieurs missions de recherche indépendantes, et ce avant d'avoir acquis le ranch, il va donc directement acheter ce ranch et pendant 20 ans va mener des investigations sur le terrain à grand renfort de matériel, de caméras, de senseurs, d'appareils tels que le LIDAR, afin de pouvoir étudier ce qui se passe concrètement sur place. Une équipe composée de chercheurs, de physiciens, de vétérinaires et de scientifiques de plusieurs pays s'installe avec du matériel de pointe pour étudier et enregistrer ce qui se passe sur place. Donc je vous l'ai dit, Robert Bigelow est quelqu'un qui est très intéressé par ce genre de phénomène, par les ovnis, et d'ailleurs c'est extrêmement intéressant qu'on puisse avoir des gens intéressés par cela, qui ont des grandes fortunes et qui investissent, ce n'est pas si courant, dans des recherches et dans des expériences concrètes afin de savoir ce qu'il en est de tous ces phénomènes. Alors finalement, toutes ces recherches vont soulever plus de questions qu'elles n'amèneront de réponses. Les photos vont être assez floues, comme de nombreux autres cas dont vous êtes certainement familiers lorsque par exemple des gens vont faire des chasses aux fantômes. C'est au moment pile poil où le fantôme ou l'apparition a lieu, qu'il n'y a plus de batterie, que les lumières s'éteignent, que soudainement les machines s'arrêtent de marcher, ou que les photos d'un phénomène qu'on voyait parfaitement clair devant nos yeux sont floues sur la pellicule. Mais ce qui est sûr, c'est que toutes les personnes qui sont passées à ce moment-là au ranch sont persuadées de la véracité des événements qui se passent là-bas. Ce n'est pas tiens, on a entendu, on a recueilli des témoignages, il se passe peut-être... Non, même les chercheurs, les scientifiques disent il y a quelque chose sur cette terre, dans cet endroit. Colm Keller conclura. Il y avait une forme d'intelligence qui agissait sur le site, c'est certain. Mais nous avons été témoins de séries de phénomènes qui ne se répétaient jamais. En tant que scientifiques, ce que nous cherchons, c'est quelque chose qui se reproduit lorsqu'on l'étudie. Nous n'avons jamais su ce qui était à l'origine de ces phénomènes. En fait, ce qui l'explique, c'est que, par exemple, quand ils préparaient une caméra thermique pour un événement spécifique, comme par hasard, c'était pas du tout quelque chose de thermique qui se passait. Quand ils mettaient la caméra dans une direction pour voir la reproduction de quelque chose qu'ils ont déjà vu, ça se passait de l'autre côté. En fait, tout se passe comme si c'était une sorte de vortex d'événements complètement distincts, complètement random, aléatoires sur ce lieu, et
surtout une démonstration de tout ce qu'on peut imaginer dans le domaine du paranormal, que ce soit des apparitions, des animaux qui sont tués, que ce soit des lumières dans le ciel, des poltergeists, des bruits entendus, des bruits métalliques. C'est complètement dingue. Donc, et cela n'a pas pu être enregistré par les appareils parce que, comme par hasard, à chaque fois, c'était pas la même chose qui se reproduisait et où ça se passait ailleurs. Les scientifiques étaient dépités et certains avance cette idée d'une forme d'intelligence à l'œuvre sur le territoire. Alors, je sais, c'est fou, c'est incroyable, c'est dingue. Toutes les personnes qui y sont passées en ont conscience, mais cette notion d'intelligence, c'est-à-dire d'une sorte de volonté qui veut à la fois se jouer d'eux, leur montrer ce qu'il se passe, mais en même temps veulent les empêcher de pouvoir l'enregistrer, est quelque chose qui est vraiment récurrent dans les témoignages des personnes qui sont passées au ranch à l'époque appelé Ranch Bigelow, du nom de son propriétaire. L'aventure s'arrêtera, mais elle reprendra, puisqu'encore quelqu'un d'autre qui souhaite étudier le phénomène va racheter le ranch. Alors effectivement, après que des liens avec la CIA soient évoqués dans l'équipe qui était sur place, parce que quelqu'un aurait été un ex-commandant de l'armée, il aurait des liens, il ferait passer des informations, etc., etc. Les phénomènes deviennent de plus en plus confidentiels. Et le ranch est revendu. Il est revendu à une autre équipe. Alors, il faut savoir quand même qu'à la base, il avait été acheté 200 000 $. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire si la famille qui l'a vendu avait fait une bonne affaire ou si elle a cherché à tout prix à vendre le domaine et à partir le plus loin possible de ces terribles événements. Mais ce qui est sûr, c'est que après qu'il ait été étudié pendant 20 ans, il a été revendu pour la somme de 4,5 millions de $. Donc le paranormal, c'est une affaire lucrative. Avec le rachat du ranch, cette fois, toutes les routes sont fermées. Il est vrai qu'on disait souvent que des personnes, des visiteurs, des personnes qui souhaitaient venir sur place, avoir plus d'informations, parfois arriver au milieu de la propriété, interrompaient les gens et surtout posaient un gros problème de surveillance des équipements, puisque parfois on a retrouvé des caméras dont les câbles avaient été coupés. S'il y avait des inconnus qui venaient pour se rendre sur leur domaine, était-ce de leur fait ou pas? En tout cas, les nouveaux propriétaires décident de complètement fermer les routes d'accès, de mettre d'énormes panneaux d'interdiction, de mettre des caméras de surveillance pour que personne ne rentre. Et là, les études deviennent de plus en plus confidentielles, obscures, occultes finalement. Le ranch est donc racheté en 2016 jusqu'à 2020. L'identité de son nouveau propriétaire était cachée. On sait, à partir de cette date, que c'est le magna de l'immobilier, Brandon Fugal. Jusqu'alors, il cachait son identité. Il avait une entreprise écran qui avait racheté le domaine et personne ne savait exactement qui en était en charge. Alors, il n'est pas en reste quand il s'agit de rentabiliser son achat. Ces personnes riches savent très bien comment rentabiliser les affaires dans lesquels ils s'engagent. Si ce n'est que des études continuent d'être menées dont nous avons assez peu de résultats, par contre, un film va être réalisé. Ce film, réalisé en 2018, s'appelle Hunt for the Skinwalker, qui veut dire la chasse au Skinwalker. Il se base en grande partie sur un livre éponyme, donc du même nom, qui avait été réalisé par le fameux George Knapp dont je vous parlais au début, qui avait commencé en 1996 dans le journal Deseret à recueillir des témoignages. Donc ce livre va servir de base pour faire un film qui dure 2 heures, qui devrait être sur Amazon Prime, mais qui n'est pas disponible en France. Donc j'avais déjà pu le voir avant, à sa sortie, donc je l'ai vu. Et ce film a été co-réalisé avec Jérémy Corbel, qui est une personnalité assez dynamique, assez étrange, puisqu'en fait il a commencé sa carrière dans l'UFC, ensuite il a été chanteur, ensuite il a commencé à étudier les phénomènes ovnis et il a co-réalisé ce film sur le Skinwalker Ranch. C'est quelqu'un qui, de par sa
sa renommée, sa réputation, puisqu'il était déjà connu dans pas mal de milieux, a permis un petit peu de mieux faire connaître ses études, de vulgariser le sujet, comme on dit, et puis surtout à assurer une diffusion assez conséquente au film, puisque pour les personnes comme moi qui sont férus de théories alternatives et qui suivent des chaînes, je vais pas vous le cacher, essentiellement américaines sur le sujet, notamment ce qui est aujourd'hui Rise TV, eh bien, il y avait une grosse promotion qui avait été faite et on avait la possibilité pendant 24 heures de voir le film. Et en fait, il y avait énormément de bruit qui avait été fait autour de ça grâce à Jeremy Corbell. Et donc, c'est là que le Skinwalker Ranch a été un petit peu plus connu du public. Mais ça a continué. Alors en 2020, une série, cette fois produite par History Channel, a été réalisée et donc elle fait quand même 5 saisons. 5 saisons où on voit des équipes venir sur place avec des appareils spécialisés, tourner autour, faire des études sur la probabilité qu'il y ait des champs de force. Alors ça reste une série télé et actuellement elle est un peu critiquée parce qu'en fait elle donne finalement assez peu de réponses aux questionnements autour du Skinwalker Ranch. Mais en même temps, on l'a vu durant tous les épisodes précédents qui se sont passés et que je vous ai racontés, il est très difficile d'obtenir des preuves sur la véracité des événements qui se passent là-bas. Ce qui est sûr et certain, et vous le verrez très bien dans le film de Jeremy Corbell si vous arrivez à la voir, c'est que les témoignages sont nombreux. On ne parle pas que des témoignages des gens qui ont été dans le ranch, mais bien tous les habitants autour. Et il y en a qui pleurent devant la caméra à l'évocation de lumière dans le ciel. Il y en a qui disent qu'ils ont été malades. Il y en a qui racontent qu'en fait ça existe depuis tellement longtemps et que la terre est maudite parce qu'en fait, si nous, vu de notre point de vue, la culture Navarro est assez lointaine, on a du mal à imaginer, mais sur cette terre, c'est très prégnant. En fait, les natifs des États-Unis du Nord, en fait, de l'Amérique du Nord, c'est une culture très prégnante, encore très visible, qui s'entoure d'énormément de rituels, comme d'autres endroits où il y a, en dehors des États-Unis, il y a du vaudou aussi. Pour ces populations-là, c'est une réalité très ancrée. Personnellement, j'ai déjà été en Afrique et en fait j'ai vu des gens qui croyaient au vaudou et aux traditions vaudou. Il n'est pas question là-bas de remettre en question ce genre de croyances. On vous parle très naturellement et sans aucune retenue du voisin ou de la voisine qui s'est transformé en hibou durant la nuit et qui a vraiment embêté tout le monde. Peut-être que nous, dans notre société dite un peu rationnelle et qui, à mon sens d'ailleurs justement, a perdu beaucoup de ses légendes et de sa relation à la terre, aux énergies subtiles, au monde invisible, ça peut nous paraître complètement dépassé et on se dit non mais y a qu'à, il suffit d'amener des appareils d'études, moi je ferai ceci, je ferai cela. Non, la plupart des événements paranormaux, et justement là vraiment on est sur un creuset illimité de phénomènes paranormaux au Skinwalker Ranch, sont très difficilement documentables. Alors, on dit que tout phénomène physique assez avancé est indiscernable de la magie. C'est-à-dire, on raconte parfois, on dit qu'en fait, ce que l'on appelle la magie est une forme de technologie qu'on n'a pas encore compris, qu'on n'a pas encore découvert. Moi, personnellement, j'adore cette explication, ça n'enlève rien au mystère. C'est juste, en fait, que aujourd'hui, on n'est pas capable, avec nos outils actuels, en tout cas mécaniques, ce qu'on appelle scientifiques et physiques, de quantifier ce phénomène, de le documenter, cette question de la reproductibilité qui est très souvent évoquée quand il s'agit d'événements dits paranormaux, surnaturels, étranges, magiques, est toujours un problème. Il y a, je vous en parlerai peut-être, en France, un homme qui fait notamment de la télékinésie, qui s'appelle Jean-Pierre Girard. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. C'est un homme absolument incroyable. Il s'est retrouvé devant des personnes qui ont étudié ses compétences et justement, le gros souci qu'il rencontrait, c'était la reproductibilité. Il y avait des jours où il arrivait à déplacer des objets et à tordre des barres de fer et des jours où il n'y arrivait pas, tout simplement. Ce problème de reproductibilité dans la science est énorme en fait, parce qu'un phénomène qui ne peut pas être reproduit clairement dans les mêmes conditions n'est tout simplement pas étudiable par la science. Enfin bref, je digresse, je vous ai parlé d'un milliard de trucs qui étaient autour du sujet, mais moi personnellement c'est pour ça
que le Skinwalker Ranch me fascine autant. Au final, si on écoute toutes les personnes qui sont passées au Skinwalker Ranch, la plupart concluent au fait que cet endroit, cette terre, serait une sorte de portail interdimensionnel, est-ce que c'est le bon mot, mais en tout cas de portail, où ce fameux voile entre la réalité et le monde fantastique, le monde des morts, le monde des ovnis, le monde des apparitions étranges, le monde des démons, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais en tout cas où ce voile serait extrêmement fin et où régulièrement il y aurait des sortes de résurgences étranges à cet endroit-là précis. Est-ce réel ? Si oui, est-ce dû à ces malédictions qui ont été posées sur la Terre ? Est-ce que c'est comme ça depuis la nuit des temps ? Est-ce que c'est comme ça pendant un moment donné et qu'on a la chance de pouvoir l'étudier et demain tout s'arrêtera ? Ce sont des questions qui restent en suspens et qui rendent ce lieu, le Skinwalker Ranch, absolument unique au monde. Je ne crois pas connaître d'autres endroits aussi bien documentés, avec autant de témoignages et autant de preuves matérielles que cet endroit. Et c'est pour ça que je voulais vous en faire une vidéo un peu plus longue. Pareil, à ma connaissance, je n'ai jamais trouvé de format long en français. Bon, comme je suis bilingue, l'anglais me pose pas de problème. Donc des vidéos en anglais sur le Skinwalker Ranch, j'en ai trouvé plein. Mais en français, je n'en avais pas encore trouvé. Ça existe peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'avais très envie de vous en parler en détail et pas juste des petits snippets de vidéos, des petits morceaux ici et là. J'avais envie de vous en reparler en détail et vous expliquer tous les événements qui ont fait que c'est un endroit incroyable, mais je vous l'assure, assez flippant. Moi, personnellement, vous me proposez, alors que je suis une voyageuse, une baroudeuse, j'adore me déplacer pour écrire notamment et faire des photos. Moi, je ne me rends pas au Skinwalker Ranch, personnellement, ça me fait vriller de peur. C'est vraiment extrêmement effrayant. Je n'ai pas la possibilité de rentrer là dans tous les détails de tous les événements qui s'y sont passés, mais notamment, moi je trouve que ce qui s'est passé avec les animaux, c'est terrifiant. Il raconte aussi un jour où en fait un troupeau de buffles est rentré dans un trailer, dans un mobil-home. En fait, il y a des buffles qui sont rentrés à l'intérieur d'un mobil-home. Ce mobil-home était fermé avec une sorte de loquet métallique. Ils ont soudainement retrouvé leurs buffles complètement hypnotisés à l'intérieur du mobil-home. C'est terrifiant. Pourquoi ? Parce que même les spécialistes des buffles disent on ne sait pas comment on pourrait faire rentrer un tel animal, il faudrait déjà lui faire monter une marche, il déteste ça, il faudrait lui faire passer par une toute petite porte, il déteste ça, et comment ils ont fait pour se terrer à l'intérieur d'un mobil-home. Quand en fait Terry est arrivé, il a appelé sa femme, il a crié, là ça a semblé réveiller les buffles qui se sont mis à taper dans tous les sens, qui ont défoncé le mobil-home et qui sont d'un seul coup sortis de leur torpeur et qui sont partis en courant. Ils ont mis 4 heures à récupérer tout leur troupeau. Franchement, c'est flippant. C'est flippant. C'est flippant quand ça touche les animaux, parce que nous, on se dit, nous, les êtres humains, que notre perception, elle soit faussée, qu'on ait des histoires dans la tête, tout ça. Mais moi, je trouve que quand ça touche les animaux, c'est terrifiant. Enfin bref, voilà pour aujourd'hui. On va finir sur un sourire, parce que c'est vrai que ces événements peuvent être assez flippants. J'espère que ça vous a plu. C'était donc là une première d'un format un petit peu plus long, que j'essaierai de vous proposer plus régulièrement. N'hésitez pas à me dire si cela vous a intéressé, à vous abonner si vous voulez plus d'histoires incroyables sur des lieux insolites, puisque c'est le sujet de ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette aventure et à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Ciao!